Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous. La psychanalyse n'a pas toujours bonne presse à gauche de la gauche. On lui reproche la tendance de beaucoup de psychanalystes à se faire les défenseurs de l'ordre symbolique et à prendre ainsi parti pour le conservatisme patriarcal, postcolonial. Ce genre de reproche s'est développé notamment à la suite de mai 68, dans une première période, notamment avec le livre de Deleuze et Guattari, L'Anti-Oedipe, et puis a connu un regain ces dernières décennies, puisque beaucoup de psychanalystes, on ne peut pas le nier, se sont opposés avec virulence à l'institutionnalisation des unions homosexuelles, récemment au droit des trans, mais aussi au mouvement décolonial ces derniers temps, lequel remettrait en cause un universalisme symbolique, universalisme peut-être de la santé psychique que l'Occident blanc, si on comprend bien, aurait découvert et qui défendrait en toute innocence. Pourtant, eh bien, la psychanalyse, on le sait aussi, a des origines tout à fait subversives. Et Freud, son inventeur, s'est confronté à de très violentes oppositions de la part des pouvoirs, des autorités de son temps. Je reçois aujourd'hui deux psychanalystes, Sophie Mendelssohn, bonjour, bonjour, et Livio Boni. Merci d'être avec nous. Vous avez publié deux livres passionnants, un ouvrage, une somme, qui s'appelle « Psychanalyse du reste du monde », géographie de la subversion, géopolitique de la subversion. Géohistoire d'une subversion. Histoire d'une subversion, pardon. Pas de la subversion, non. On n'aurait pas eu cette prétention, on pourrait revenir sur les enjeux. Une subversion, sans doute, donc celle de la psychanalyse. Exactement. Dont on voit bien dès le titre qui prend à bras-le-corps cet ouvrage, l'occidentalocentrisme historique indéniable, mais peut-être pas fatal de la psychanalyse. Et puis un peu avant, vous aviez publié un ouvrage plus court, une sorte de livre d'intervention qui s'appelle « La vie psychique du racisme, l'empire du démenti », en partant de l'expérience notamment coloniale d'un psychanalyste, Octave Manoni. D'abord, je voudrais revenir sur le fait que vous animez l'un et l'autre un collectif qui s'appelle le collectif de Pantin et qui œuvre donc à Pantin et qui, près de Paris donc, dans la banlieue nord-est de Paris, et qui œuvre à une pratique psychanalytique alternative, si je comprends bien. Oui, on pourrait le dire comme ça. Enfin, je vais dire quelques mots donc, du collectif de Pantin, qui est un peu la matrice, en tout cas, du premier livre que Livio et moi avons fait, donc La vie psychique du racisme, et qui est aussi, qui a eu son rôle dans la psychanalyse du reste du monde, qui est un ouvrage collectif, contrairement à La vie psychique du racisme qu'on a écrit tous les deux. La psychanalyse du reste du monde, c'est un ouvrage beaucoup plus imposant, en effet, dans son format, parce que il a été l'occasion d'inviter à discuter et à rebondir un certain nombre d'autrices et d'auteurs du monde entier, en fait. Même si ce n'est pas un atlas exhaustif, on a eu à cœur de faire intervenir dans cet ouvrage des voix voilà, qui viennent aussi bien de l'Afrique du Sud, de Taïwan, du Mexique, de l'Inde, d'Amérique du Sud. Voilà, donc l'idée, c'était d'ouvrir très largement la perspective. Et c'est déjà le projet de ce collectif de Pantin qui effectivement propose, disons, alors je ne sais pas si je dirais une psychanalyse alternative, mais plutôt une psychanalyse politique pour engager tout de suite cette question-là, qui est une question voilà, qui est centrale pour nous, mais sous un angle particulier. Que je pense même les partisans de la gauche peuvent recevoir, même si bien sûr depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on sait tous les dissensus qu'il y a eu entre notamment les communistes et
La psychiatrie, la psychanalyse, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs on y reviendra certainement, c'est un des enjeux du conflit entre Octave Manoni, donc ce psychanalyste qui a écrit en 1950 une psychologie de la colonisation, et qui est disons, la première entrée d'envergure de la psychanalyse dans les questions, dans la théorisation de la situation coloniale. Et donc dès la publication de cet ouvrage, un peu novateur quand même, il y a eu des débats assez sévères contre son auteur, et notamment menés par Frantz Fanon et Aimé Césaire, entre autres, qui, au nom justement disons, d'un marxisme plutôt articulé aux questions d'économie et de politique plus classiquement marxistes, ont considéré que Manoni réduisait les enjeux politiques à des enjeux psychiques. On y reviendra sans doute tout à l'heure. En tout cas, donc, ce qu'on essaye de porter au collectif de Pantin, c'est moins une psychanalyse alternative qu'une version de la psychanalyse qui serait politique dans un sens très simple, c'est-à-dire non pas du tout comme souvent on a l'habitude de l'entendre à l'intérieur du monde psychanalytique, une politisation de principes qui reste extrêmement abstrait, c'est-à-dire de l'intérieur de ce monde-là, on considère que la psychanalyse est forcément politique sans définir exactement pourquoi elle le serait. Plutôt que de prendre les choses sous l'angle d'une pétition de principe, on les prend par le bas, c'est-à-dire par la pratique, par la clinique. Avec cette politisation de la psychanalyse pourrait s'énoncer très simplement. Il faut, comme ça, je l'énonce comme ça, là, il faut recommencer la psychanalyse à chaque fois à partir du monde dans lequel on est et dans lequel les gens nous parlent, ce qui implique donc, en tant que psychanalyste, de se situer historiquement. Donc pour pouvoir recevoir ce qui nous est dit depuis les conjonctures spécifiques dans lesquelles les gens sont amenés à nous parler, il nous faut des outils pour se situer et pour recevoir ce qui est dit, en considérant que la situation collective, la conjoncture politico-historique n'est jamais étrangère au conflit qui est le propre même du sujet de l'inconscient depuis que Freud en a déterminé les coordonnées. Ce sujet de l'inconscient, c'est un sujet qui est divisé, qui ne s'appartient pas à lui-même, qui ne se maîtrise jamais intégralement, qui est en quelque sorte en hétérogénéité par rapport à lui-même, donc qui ne pense pas là où il parle, qui ne parle pas là où il pense, qui est embarrassé par ses symptômes et en même temps en jouit, donc un sujet de la contradiction et du conflit. Et ce sujet hétérogène à lui-même, il n'est jamais étranger dans la construction de son propre conflit subjectif, il n'est jamais étranger à la conjoncture politico-historique d'où il émerge. Donc, c'est une manière aussi de répondre, dire les choses comme ça, c'est une manière de répondre à la critique de la gauche qui, en général, est orientée sur le problème de l'individualisme que produirait la psychanalyse, c'est-à-dire que en ne s'intéressant qu'à l'individu, on décorrèlerait en tant que psychanalyste l'histoire individuelle, l'histoire personnelle de ces coordonnées collectives. Or, je pense que c'est un contresens total sur ce que la psychanalyse propose, et à mon avis, c'est ça son projet proprement politique, c'est de se contraindre elle-même à ne jamais départir, disons, le conflit subjectif des coordonnées, de l'inscription de ce sujet-là dans le monde social, historique, politique, dans lequel il est nécessairement impliqué. Donc, au collectif de Pantin, c'est ça qu'on essaye de porter, et sous un angle un peu particulier, c'est pour ça qu'on a écrit ce premier livre qui traite du racisme. Comme son titre l'indique bien, un des angles aveugles de la psychanalyse française, et ce n'est pas forcément le cas de la psychanalyse anglophone, qui depuis longtemps, depuis au moins 30 ans, avait produit des gros ouvrages de théorisation
disons, du sujet de l'inconscient à partir de cette détermination du racisme, alors que, voilà, en France, les grands déterminants, voilà, classe, genre, race, pour le dire de manière un peu ramassée, de ces trois grandes déterminations, voilà, on avait traité très rapidement dès les années 20, en fait, la fin des années 20, ça fait partie de l'histoire du premier cercle freudien en Autriche, déjà. On avait traité de la question de la classe. En tout cas, ça avait été intégré, disons, à la pratique psychanalytique et à son orientation, même si pas sans conflit, mais enfin, quand même, ça existait. Le genre a été aussi intégré, bien que assez comment dire, frileusement par un certain nombre de gens, mais dès la fin des années 90, il y a une école lacanienne de psychanalyse en France qui traduit énormément de textes anglophones et qui contribue très largement à importer ces théories. Mais la race voilà, restait un impensé quasi total, avec quelques petites mentions de ci, de là qu'on a essayé de ramasser dans le livre et qu'on a essayé de pousser. Mais enfin, c'était un angle aveugle assez clairement de la psychanalyse française, et notamment du fait de la difficulté à intégrer dans nos représentations collectives la question coloniale et postcoloniale. Et voilà, par exemple, là, on a ouvert cette année, en septembre, la première séance du collectif a été consacrée à la reprise avec Malika Mansouri, qui est une psychologue, anthropologue, qui avait fait une enquête de terrain après 2005, après les révoltes de 2005, suite à la mort de Ziad Ebouna, dans un livre qui s'appelle Révolte postcoloniale au cœur de l'Hexagone. On lui avait demandé quelle actualisation elle ferait de ce livre, qui était déjà donc assez ancien, qui suivait ces révoltes de 2005, après la mort de Naël, en juillet dernier, qui a aussi donc donné lieu à des émeutes importantes. Donc voilà, un des points d'ailleurs, le livre de Malika a été assez important pour moi, puisque elle soulevait assez tôt, donc alors que ces questions étaient beaucoup moins diffusées qu'elles ne le sont aujourd'hui, donc à la fin de la décennie 2000, elle soulevait le problème de l'ignorance, mais d'une ignorance cultivée, d'une ignorance concertée de l'histoire coloniale française, en particulier en ce qui concerne l'Algérie, et les effets du non-enseignement à l'école de cette histoire commune, effets différenciés en fonction de, justement, si on l'enseigne à des enfants issus des migrations coloniales et postcoloniales ou à des enfants issus de l'histoire hexagonale. Et pour autant, cette histoire est un patrimoine commun qui est resté, mais qui reste encore aujourd'hui largement non traité. Donc c'était un des enjeux du collectif aussi, de réintégrer des pans de l'histoire silenciés ou invisibilisés, de manière à mesurer les effets subjectifs de cette histoire collective. Donc un des points vraiment importants dans le travail du collectif, c'est de contester la séparation entre individuel et collectif, qui est, je pense, un des points sur lesquels s'appuie la gauche de la gauche pour critiquer la psychanalyse. Or, je veux dire, cette psychanalyse-là est possible. On essaye de la faire exister. Mais vous dites que l'individu ne s'appartient pas à lui-même et on ne peut pas le déconnecter. Oui. C'est pas en soi une proposition que la psychanalyse rejetterait. Simplement, non, justement, on peut l'utiliser derrière elle, l'univers qui est censé y avoir derrière elle, est un univers, en gros, occidental, blanc, plutôt bourgeois, et admettre qu'il y a d'autres symbolisations, d'autres ordres symboliques dans lesquels l'individu peut avoir une position différente, dans lesquels les problématiques peuvent être complètement différentes. Au fond, c'est pas quelque chose qui est rejeté en théorie même par la psychanalyse, disons, la plus conservatrice et la plus réactionnaire. Simplement, il y a l'idée qu'il y a quand même un universel, et comme par hasard, cet universel ressemble beaucoup à l'ordre symbolique occidental, non ? La querelle autour de l'universalisme abstrait, elle existe, elle est menée très très tôt, notamment par les anthropologues, contre Freud, contre le complexe d'Oedipe comme un invariant qui est
transculturel, voilà, qu'on retrouverait, certes avec des petits aménagements, mais enfin bon, qui serait le fondement de la culture, puisque le complexe d'Oedipe lui-même est la résultante de l'interdit de l'inceste comme étant le point d'entrée dans la possibilité, dans l'histoire et dans la culture. La civilisation, oui. Oui, c'est ça. Et du coup, bon, mais ça, c'est en débat depuis très longtemps. Bon, ça fait partie intégrante même de l'histoire de la psychanalyse. Après, ce qui me semble intéressant, c'est que justement, comment on construit le rapport au symbolique? Est-ce qu'on le construit comme ça, par un a priori? Donc, un complexe viendrait, qui est en l'occurrence le complexe d'Oedipe, viendrait attester du fait que l'être humain s'est humanisé, voilà, en intégrant, disons, des formes de tabous qui sont nécessaires à la culture. En acceptant la castration. Voilà. Ou bien est-ce que... Et bon, ça, c'est l'apport de Lacan qui, à mon avis, ouvre des perspectives très différentes pour construire le symbolique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend exactement par l'ordre symbolique? Lacan rabat ça du côté du langage lui-même et non pas, du coup, du côté voilà, de la réalisation d'une opération spécifique qui garantirait comme ça l'humanisation. Bon, à partir du moment où on passe dans le langage, les choses, c'est-à-dire l'inconscient est structuré comme un langage. Donc voilà, l'idée c'est que le langage lui-même est porteur des structures du symbolique, mais c'est pas du tout des structures rigides. C'est des structures qui, voilà, intègrent. Par exemple, je pense là au collectif de Pantin. Très récemment, on a parlé d'un poète antillais qui s'appelle Monshoashi et qui a intégré dans la langue française des éléments du créole et qui hybride comme ça et qui construit bon, on peut pas dire que ce soit pas du langage, on peut pas dire que ce soit pas lisible ni recevable et qui transforme, disons, le rapport à voilà, la structure symbolique dans laquelle voilà, qui constitue le commun à partir duquel il y a de l'interreconnaissance possible, disons, en jouant justement des possibilités, de la plasticité du langage pour faire exister, voilà, des décalages. Donc oui, il y a des particularismes. Si on considère l'universalisme non pas comme un principe abstrait voilà, de départ, mais plutôt comme une réalisation concrète, c'est-à-dire le frottement des différences ou des particularismes entre eux, y compris dans la dimension conflictuelle que ça peut engendrer, alors on construit un espace de tension, de contradiction, de conflictualité, mais où les choses sont dynamiques, où voilà, il y a des déplacements possibles et ça produit tout à fait un autre espace d'interaction, d'interlocution et voilà, d'expression. Oui, j'aimerais bien ajouter quelque chose à partir de votre question. Hein, je crois qu'on peut reconnaître un double mouvement, et ce double mouvement apparaît aussi dans les livres Psychanalyse du reste du monde, dans l'ensemble des contributions. D'un côté, à partir d'un certain paradigme postcolonial, il faut bien pouvoir penser une sorte d'édipianisation du monde. C'est-à-dire que l'entreprise coloniale a aussi édipianisé les structures colonisées. Édipianiser les structures colonisées, d'accord. C'est-à-dire imposer certains modèles non seulement familiaux, avec une certaine place du père, etc., ou symbolique, etc., mais aussi à travers, par exemple, c'est un thème qui a été travaillé par certains psychanalystes, notamment indiens, par exemple, les modèles de l'État-nation. Les modèles de l'État-nation est à son tour lu, par exemple, par Ashish Nandy ou d'autres penseurs à sa suite, comme un modèle édipien, d'une certaine manière, forgé sur un modèle. Donc, il y a quelque chose, il faut pouvoir penser cet effet anthropologique ou cet effet métapolitique, si on veut, comme ça, qui est un héritage de la colonisation et qui impose certains modèles civilisationnels, symboliques, etc., qui sont politiques, toujours déjà politiques, qui ne sont pas sans rapport avec une certaine structure édipienne. De l'autre, évidemment, comme vous le disiez, il s'agit aussi de pouvoir reconnaître aux cultures autrefois considérées comme avec suggestion, avec un sentiment de supériorité, etc., leur prégnance, etc. Et ça, c'est par exemple le travail que toute une certaine ethnopsychanalyse ou ethnopsychiatrie a tenté de faire. Mais il faut tenir ensemble ces deux choses, c'est-à-dire voir comment les anciens espaces coloniaux ont été aussi, d'une certaine manière, oui,
objet de ce travail de dépianisation, et en même temps, qu'est-ce qui résiste d'une certaine manière, ou qu'est-ce qui excède ces modèles, et qu'est-ce qui est... Donc, je crois que l'ensemble, voilà, c'est présent aussi dans les livres, c'est double. C'est-à-dire que de même que finalement la domination coloniale a imposé une forme qui venait d'Occident, celle de l'État-nation, à la vie politique de ces États postcoloniaux aujourd'hui, en assignant des communes, en créant des communautés nationales qui n'existaient pas nécessairement sous cette forme, avec même des frontières complètement surimposées. Enfin, voilà. De même, dans l'ordre symbolique, finalement, il y a eu une transformation de la vie individuelle dans son rapport à la communauté, de la vie familiale qui a induit... c'est ça ce que vous appelez l'oedipianisation, si je comprends bien. Tout à fait. On peut, sans rentrer dans des questions trop techniques, on peut penser à certaines images ou certaines métaphores qui avaient cours dans la décolonisation, par exemple, les pères de l'indépendance, restaurer la mère Inde. Hein. Comment, par exemple, comment tout un langage, tout un lexique politique de décolonisation a emprunté les métaphores paternelles, maternelles, etc., ou bien sûr avec les fils aussi, les fils de la décolleté. Enfin, il y a tout quelque chose qui, sans penser aux effets, comment se sont constitués les modèles des chefs politiques, des grands partis qui menaient. Bon, il y a tout ce travail qui, à mon sens, est essentiel pour comprendre la dimension postcoloniale, hein, c'est-à-dire à la fois l'empreinte de la colonisation matricielle, etc., et ce qui l'excède ou qui résiste. Mais cela dit, selon les anthropologues, je crois, le patriarcat, alors dans des formes certainement très différentes, hein, et c'est là sûrement tout l'enjeu, mais le patriarcat est pas loin d'être universel, y compris dans les sociétés complètement extra-occidentales. Enfin, je ne sais pas... voilà, comment est-ce qu'il s'est universalisé? Il me semble que c'est ça dont parle Livio. C'est pas, le patriarcat n'est pas une forme naturelle qui existerait comme un champignon qui aurait poussé tout seul. En tout cas, il semble que les sociétés non occidentales dans lesquelles on peut identifier des matriarcats, en réalité, sont assez rares, non? Alors peut-être que c'est une erreur de ma part, mais et peut-être qu'il y a aussi des situations qui sont ni matriarcales ni patriarcales. C'est ça. Voilà. Mais oui, d'accord. En tout cas, la situation antérieure à la colonisation de l'ordre symbolique de ces sociétés, de toute façon, n'est plus d'actualité puisque voilà, c'est ça. L'interaction est irréversible. C'est ça. Il y a une petite anecdote que raconte Lacan dans les années 50 où il reçoit des médecins togolais en analyse à Paris, donc, et ces médecins lui racontent leurs rêves. Et donc, le commentaire de Lacan, c'est il n'y a plus aucune trace de la culture autochtone. En fait, on leur a servi les lois de l'inconscient occidental via la colonisation de telle sorte à ce que les rêves eux-mêmes, c'est-à-dire leur inconscient, est formaté pour qu'effectivement nous renvoyer à nous l'image d'une occidentalisation qui aurait réussi. Et bon, il me semble que c'est un peu le point que tu évoques, c'est-à-dire oui, il y a ça, c'est-à-dire on travaille aujourd'hui en s'intéressant à la manière dont, dans ce livre Psychanalyse du reste du monde, à la manière dont la psychanalyse a non pas été exportée comme un produit d'appel, disons, d'une occidentalisation, voilà, d'une civilisation en cours de déploiement mondial. Il y a cette dimension-là. Et voilà, on la voit, par exemple, dans ce genre de retour-là dont Lacan faisait état dès les années 50. Mais voilà, il y a ça, et il y a aussi un revers de cette médaille qui est il y a des, je vais laisser Livio peut-être développer ces points-là, il y a des conjonctures spécifiques liées, alors moins à des cultures, on n'est pas tellement dans une perspective culturaliste là, mais plutôt dans une perspective justement géohistorique, c'est-à-dire des configurations particulières
faire en Inde, à Taïwan, au Mexique, en Espagne même, c'est-à-dire les circulations sont complexes et des choses sont revenues du nord vers le nord, du sud, etc. Bon, il y a des conjonctures comme ça où la psychanalyse n'est pas venue juste renforcer le projet mondial d'occidentalisation, mais au contraire servir à des constructions singulières qui sont liées à des moments précis où la psychanalyse est venue jouer un rôle qui ne sert pas les intérêts de l'Occident, disons, mais qui produit des effets locaux, qui ouvrent des perspectives autres sur la fonction que la psychanalyse peut avoir en dehors des mondes occidentaux, même si on ne peut pas nier le fait qu'elle a été prise dans le mouvement d'occidentalisation. Mais il y a un revers à cette médaille et c'est ça qui nous a intéressés dans ce livre. Oui, d'ailleurs, certains psychanalystes, c'est le cas par exemple du psychanalyste britannique Owen Berkeley-Hill, qui a joué un rôle dans la diffusion de la psychanalyse à Calcutta et dans l'Inde coloniale, pensaient et essayaient de justifier l'emprise coloniale justement en termes d'entreprise de dédianisation. C'est-à-dire qu'il fallait arracher par exemple les hommes hindous de leur culte, de leur dévouement pour la mer. Et les colonisateurs auraient fonctionné comme une sorte de métaphore paternelle qui sépare l'homme colonisé de son tropisme maternel. Il vient imposer la loi phallique. Imposer la loi phallique, absolument. Et donc réviriliser des hommes qui auraient... C'était presque formulé dans des termes si explicites que ça. Et donc il y a eu, et ça existait, une psychanalyse qui pensait à une sorte d'accompagnement de l'entreprise coloniale, même si ça reste assez limité. Ce qui est étonnant, par exemple, c'est que ça n'a pas empêché, par exemple, ces psychanalystes, Owen Berkeley-Hill, qui était analysé par Ernst Jones, les grands historiens et les grands diffuseurs de la psychanalyse dans le monde anglo-saxon, de travailler main dans la main avec un collègue indien, Girindra Shekhar Bose, qui lui, par contre, avait une approche tout à fait contraire et qui utilisait la psychanalyse presque comme un outil de décolonisation. Et c'est assez étonnant de voir dans les années 20-30, par exemple, dans les cas indiens, voir toute une première génération de psychanalystes anglais et britanniques avoir des positions politiques opposées et en même temps travailler et se confronter à partir d'un usage de la psychanalyse, un usage politique, cautionnant la colonisation de façon un peu malaisée d'un côté, ou la remettant en cause et en réévaluant au contraire les pôles féminins de l'autre. Peut-être tu peux dire un mot justement de la manière dont Bose réévalue le féminin et s'en sert comme un outil de décolonisation. C'est quand même important justement par rapport à ce que tu viens de dire sur Owen Berkeley. De façon très simple, je pourrais dire qu'il renverse justement ces discours coloniaux qui faisaient du féminin et de la féminisation en particulier de l'homme colonisé un trait justificatoire de l'emprise coloniale. Et il considère au contraire que les femmes ayant étant restées à l'abri un peu de l'emprise coloniale, les féminins constituaient une sorte de ressource psychique et symbolique, et que les hommes auraient pu s'identifier en position féminine, déjouer quelque chose du rapport maître-esclave. Il y avait pour Bose une sorte de possibilité, on pourrait dire un devenir femme possible de l'homme colonisé, qui allait déplacer la confrontation entre maître et esclave, ne pas rentrer dans la surenchère guerrière, refuser la violence et se soustraire, faire un pas de côté. C'est quelque chose qui circule dans le discours anticolonial indien. On retrouve chez Gandhi cette formule célèbre à la fin. « Je suis devenu psychiquement une femme », disait Gandhi à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose de cette sorte, c'est-à-dire ne pas chercher une révirilisation et une confrontation directe, mais aller utiliser cette ressource pour déplacer la confrontation coloniale. Et bon, ça fait partie aussi de toute une place très importante qui occupe les féminins dans la culture hindoue, indienne et hindoue. Donc, du coup, voilà, c'est un exemple assez parlant du fait que la psychanalyse joue des deux côtés. Et aussi qu'il y a des éléments, disons,
voilà, de l'histoire spirituelle, religieuse indienne qui sont réintégrées, disons, dans une manière de déplacer les grands paradigmes propres à la théorisation psychanalytique et qui, du coup, voilà, font aussi retour sur nos manières à nous. Je veux dire, Boz a été en correspondance avec Freud et Freud n'a pas refusé, par principe, de considérer les déplacements que Boz proposait de sa propre théorisation. Donc il y a des effets de circulation qui ouvrent un peu, désenclavent un peu les positionnements théoriques qui semblent durcis comme ça si on les regarde un peu de loin. Cette question du féminin en contexte colonial et finalement d'une autre ressource apportée par le féminin dans d'autres univers, elle paraît d'autant plus intéressante concernant la psychanalyse qu'il a été quand même beaucoup reproché à Freud et à la théorie analytique d'assigner au féminin une place finalement éternellement subalterne, en tout cas malgré tout peu reluisante, quoi. En tout cas culturellement peu importante, parce que l'idée de Freud, c'est que les femmes n'ont pas de surmoi. Or, le surmoi chez Freud est un élément de la culture décisive. Donc, effectivement, c'est plutôt l'impact culturel de la féminité. Il ne sait pas trop quoi faire du féminin. Il a écrit des textes d'ailleurs un peu surréalistes à cet égard, qui sont parfois cités. Tout à fait. Il ne sait pas trop quoi en faire, mais il le dit. Il a l'honnêteté de le dire. Oui, tout à fait. Oui. Maintenant, la psychanalyse commence en donnant la parole aux femmes. Voilà, à la femme, femme, il ne peut pas s'en passer, mais il ne sait pas très bien quoi en faire. C'est la division freudienne, c'est sa propre hétérogénéité qui le travaille et qui travaille la psychanalyse. Bon, après, il y a eu toute une vague quand même dans les années 60-70 de féministes, Karen Horney, je pense à elle en particulier, mais d'autres, qui ont justement articulé culturalisme et féminisme. Bon, et ça a ouvert aussi des voies de recherche un peu différentes. On parlait de Lacan tout à l'heure. Vous citez, je crois, dans la vie psychique du racisme, ce mot de Lacan qui dit le racisme a un grand avenir. Non, c'est dans la vie psychique du racisme. Oui, dans la vie psychique du racisme. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là et en quoi ça s'articule avec votre approche dans ce livre, avec l'histoire de Manoni, avec l'expérience de Manoni en milieu colonial et sa confrontation ensuite, dont vous parliez avec Fanon en particulier, avec l'éruption de la race ensuite. Vas-y, tu veux. Oui, il y a chez Lacan l'éruption inattendue de ces énoncés au début des années 70. Lacan, de façon presque oraculaire, promet un grand avenir. Le racisme a bien de l'avenir, c'est ça la formule exacte. Il va bien être une pitié. Un peu, oui, c'est présent aussi dans la télévision, dans la version, dans l'entretien télévisé. Et en même temps, avec Jacques-Alain Miller. C'est Benoît Jacot, d'ailleurs, qui filme. Intéressant. L'actualité rebondit. Voilà, intéressant. Alors, à la fois, ce sont des interventions qui se font dans une conjoncture particulière, parce qu'en 1973, il y avait eu toute une vague de meurtres racistes, de ratonnades, en particulier dans les midis de la France. C'est une année un peu charnière entre la crise pétrolière, se mettent en place je crois aussi les premières lois qui limitent la migration, le regroupement familial, etc. Les historiens maintenant, effectivement, considèrent cette année comme une année un peu de basculement pour les questions. Et effectivement, par exemple, il y a ces livres de la sociologue Rachida Brahim, La race tue deux fois, qui est tout construit sur cette année, sur les procès qui ont eu lieu, sur comment cette question restait innommable, difficilement nommable, y compris dans les tribunaux. Cette question des dimensions raciales, racistes, etc. Bon. Et alors, Lacan, visiblement, n'a pas été insensible à ces événements, ce qui prouve que sa pensée n'est pas du tout aussi à l'abri des conjonctures. On présente parfois Lacan comme un penseur tellement structuraliste, et tellement abstrait et totalement immune. Non, il y a une très grande... On l'a vu, par exemple, autour de 68, comme la pensée lacanienne se rapproche de certains éléments marxistes, etc.
ou joue avec. Hein. Bon, et donc oui, il y a ces phrases qui sont aussi liées à un diagnostic. Alors, il y a plusieurs lectures. Hein. Il y a plusieurs lectures, y compris dans la galaxie lacanienne, ce sont des suggestions qui ont été un peu sous-exploitées. Hein. Il faut bien le dire, parce qu'on aurait pu faire un peu plus, on aurait pu travailler davantage sur ces indications lacaniennes. On les a. Ça fait partie de notre diagnostic, justement. Tout à fait. C'est un symptôme, c'est-à-dire ces propositions, certes, un peu fulgurantes comme ça, et qui sont passées comme des météorites dans le ciel de la psychanalyse, n'ont pas fait l'objet de reprise, de développement, ni d'un intérêt particulier, alors que l'exégèse de la parole lacanienne et du texte lacanien, voilà, non, et au contraire extrêmement développé, en particulier en France, mais ça, c'est resté complètement. Tout à fait. Et alors, souvent, dans les lacaniens, on se contente de dire, d'utiliser une autre notion que Lacan reprend, la notion de ségrégation, et ségrégation des jouissances, avec cette idée qu'il faudrait pouvoir, que si les jouissances se brouillent les unes aux autres, enfin, qu'il dans les mondes post-colonial où les corps et les langages se mélangent, des nouvelles formes de ségrégation seront introduites pour permettre à chaque jouissance d'avoir son espace, ses lieux, etc. Parce qu'un mélange des corps et des langages, des codes, etc., produit une angoisse. Le monde colonial était un monde où les jouissances étaient bien partagées. Hein, voilà, il y avait les colonisés d'un côté, les coloniaux de l'autre. Effectivement, les choses étaient bien réparties, quoi. Alors, les modernes, les primitives, il y avait plusieurs manières de dire ou d'identifier ces jouissances, mais il y avait du deux. Dans les mondes postcolonial, c'est animé par une multiplicité, qui devient un facteur d'angoisse. Un facteur et d'où cette idée de forme. Lacan reprend ces mots de ségrégation. C'est intéressant comment là aussi, au moment même où les mouvements antipsychiatriques avaient d'une certaine manière déségrégué la folie, et les mots d'ordre à la fin des années 60, c'était la déségrégation de la folie qui avant était. Et Lacan, avec son goût du contre-pied habituel, etc., va dire oui, très bien, déségrégation de la folie, mais des nouvelles formes de ségrégation s'annoncent. Et seront centrées sur les corps. Dit-il, d'un côté, ça s'est concentré sur les corps, d'où les facteurs, les signifiants, les facteurs raciaux qui reprendraient parce que la race permet de territorialiser les corps, même de façon un peu imaginaire. Et de l'autre, en même temps, il annonce le retour de Dieu dans cette affaire. Aussi. C'est-à-dire la jouissance aussi, et les facteurs des nouvelles ségrégations, sera aussi une certaine manière de jouir de Dieu. On jouit de Dieu de manière différente. Et donc aussi annonce un mélange très inquiétant et très actuel entre ces deux facteurs. La race comme élément de territorialisation par les corps et le rapport à Dieu comme identification des modes de jouissance irréductibles les uns aux autres. Ce que, effectivement, l'islamophobie en France aurait plutôt tendance à confirmer. Mais voilà, il y a cette idée qui est assez forte chez Lacan d'un diagnostic, de prendre acte de ce qu'a produit le colonialisme, c'est-à-dire un mélange des populations totalement inédit jusqu'alors, c'est-à-dire ça a produit des déplacements de population à des échelles gigantesques, et donc des recombinaisons ethnique et territoriale, voilà, manifeste. Et donc voilà, ce qu'il dit à sa manière un peu comme ça joueuse, disons, voilà ce qui se passe quand on se mélange. Il y a des fantasmes inédits qui apparaissent, c'est-à-dire donc disons le racisme émargerait comme ça à la construction de fantasmes inédits, c'est-à-dire produirait à la fois
voit donc des projections, c'est ce que dit Fanon d'ailleurs, voilà, on doit prendre en compte, si on veut comprendre le racisme à l'échelle subjective, on doit prendre en compte le facteur sexuel, c'est-à-dire la projection fantasmatique sur les corps noirs, par exemple les corps noirs masculins en particulier, donc projection auquel il est lui-même, Fanon, particulièrement sensible. Cette projection est évidente, elle a été largement diffusée, et voilà. Donc il y a ça, c'est-à-dire une forme d'érotisation du corps racisé, et en contrepartie, voilà, une crainte pour la pureté blanche et la contamination, et donc là plutôt du côté féminin, et la contamination de la blancheur ou de la blanchité par le facteur racial, quoi. Et bon, cette manière il articule à la religion, mais aussi au capitalisme, hein, c'est complètement pris dans le même mouvement à ce moment-là, c'est-à-dire notre avenir de marché commun, dit-il, va s'accompagner de phénomènes de ségrégation accrue, puisqu'effectivement, voilà, une mondialisation qui prend la suite, qui prolonge les effets de ces produits par ces déplacements de population énormes et ces modifications dans l'économie mondiale, disons, rend beaucoup plus difficile, je reprends le point que tu as juste évoqué sur la jouissance, rend la jouissance fuyante, c'est-à-dire au sens où on ne sait plus très bien alors qu'est-ce que c'est la jouissance chez Lacan, parce que c'est un concept un peu, voilà, oui, c'est pas forcément simple à comprendre. Non, mais on peut le dire de manière très simple en fait, même si dans son articulation théorique c'est compliqué, mais voilà, la jouissance c'est ce qui soutient le désir, c'est-à-dire c'est la manière dont on tire, disons, un plaisir, mais un plaisir compliqué, qui n'est pas sans conflit, dont on tire un plaisir de soi-même. Donc, comment on mange, comment on s'habille, voilà, quelle image on construit de soi-même, mais sur le plan plutôt pulsionnel, c'est-à-dire l'image est la résultante d'une construction voilà, où alors quand on mange, on peut manger trop, par exemple. Donc, c'est le versant complexe de la jouissance, mais on mange aussi pour le plaisir. On ne mange pas que parce qu'on a besoin de manger pour vivre. Donc voilà, la jouissance, c'est ça, c'est simplement ce qui fait que le mouvement du désir se perpétue indéfiniment, et que donc on se sent vivant, et que voilà, voilà, on a le désir de vivre, quoi, et de le rester vivant. Bon, donc le problème de cette construction comme ça, d'une sorte d'uniformisation mondiale que les marchés et que donc voilà, le mouvement même du capitalisme a soutenu, produit comme ça des décalages et des formes de perte dans le repérage de ce qui contribue à rendre pour nous, pour chacune de nous, la jouissance possible. Or, si on perd les repères à partir desquels on jouit, on perd aussi voilà, le rapport à soi, à sa propre culture. L'autre devient beaucoup plus menaçant, qui jouit différemment, et on n'arrive pas à se prémunir. Voilà, c'est vraiment le bruit et l'odeur, hein, qui est du voisin d'à côté. Le dégoût face à l'altérité. Et puis la proximité de cette altérité dans un temps où on n'est pas soi-même capable de repérer les coordonnées de sa propre jouissance de manière suffisamment assurée pour qu'on soit pas saisi d'angoisse par l'impuissance à maintenir sa jouissance, et donc à se maintenir vivant, en fait. Donc cette idée-là de Lacan, elle est assez forte, c'est-à-dire en fait, si le racisme a bien de l'avenir, c'est parce que on est les héritiers d'une histoire qui nous échappe en partie, et qui a produit voilà, des formes disons, d'incertitude sur les jouissances à partir desquelles on peut s'éprouver soi-même comme vivant et désirant. Or, on n'a pas le choix, je veux dire, ça c'est un impératif absolu. On doit pouvoir se sentir désirant et vivant pour exister. Ce que j'allais dire en vous écoutant, c'est que cette angoisse et ce dégoût face à l'altérité, elle est conditionnée aussi par une sorte d'évidage ou d'évidement de ce qu'on est soi. Tout à fait. Et ça renvoie quand même aussi à ce que le néolibéralisme fait, j'allais dire à la culture, enfin, tout simplement à la consistance de l'humanité. Ça fait beaucoup penser à ce que disent les post-coloniaux en ce moment du problème des petits blancs.
du vide en fait dans lequel se retrouvent les petits blancs, créé par le néolibéralisme, une forme de déracinement, mais pas. Il ne s'agit pas d'en parler sur un mode de la déploration. Il s'agit de constater que ce qu'on a pu défendre comme insécurité culturelle face à l'extérieur pour justifier le racisme. A des causes, correspond à une situation particulière, cette fois-ci du côté occidental, je veux dire, dans le lieu originel, en gros, de la psychanalyse. Tout à fait. Et du coup, ça a des effets politiques qu'on a sous les yeux aujourd'hui, puisque là, on est entre les deux tours de ces législatives qui ont ouvert une crise politique majeure pour nous, dont on ne sait pas encore très bien comment on va être projeté dans ce qui vient. Mais un des points qui se déduit de la position de Lacan sur le racisme, c'est que précisément à cause de cette affaire d'évidement, dans laquelle se trouvent des petits blancs qui n'élisent plus Fabien Roussel, par exemple, dès le premier tour, le représentant du Parti communiste qui n'avait à son crédit que le barbecue comme proposition que la culture culturelle, de la francité profonde, comme argument. Or, on voit bien qu'elle n'est pas là. C'est pas là qu'elle est située par les électeurs. Elle est située ailleurs. Oui, c'est ça. Elle va avec des gens qui avaient avec un racisme que d'autres gens proposent d'une manière beaucoup plus franche et vers lesquels on va se tourner plus volontiers, au fond. Exactement, parce que ça parle plus, en fait. Je préfère l'original à la copie. On pourrait dire ça comme ça. Ce qui m'a frappé dans le discours de Bardella dimanche soir, c'est l'articulation qu'il a faite absolument clairement entre la référence à la nation une, donc le besoin d'homogénéité, donc la nation une, c'est celle qui effectivement se passe de tous les indésirables et qui se reconstitue, disons, qui se remplit justement par opposition à cet évidage par l'idée du un, qui est aussi celle que Lacan évoque avec le rapport à la religion. Comment on jouit de Dieu, c'est comment on jouit du un, effectivement. Là, on a le Dieu comme Dieu comme référence unique. Donc elle se purifie, donc il faut qu'elle se purifie. Exactement, qu'elle doit se purifier de tous ces éléments indésirables et qui sont indésirables parce qu'ils viennent contester cette homogénéité. Et donc, pour finir ce point, Bardella a lié strictement la référence à l'État-nation comme unité homogénéisante et l'amour du peuple. Donc le néofascisme, il est là, il n'a pas besoin de masse comme celle qu'étudiait par exemple Wilhelm Reich en 1933 en Allemagne, qui faisait une psychologie de masse du fascisme. On n'est pas dans un fascisme des masses. Là, je pense que c'est un nouvel âge du fascisme, si on peut prolonger sans faire d'analogie approximative. Mais enfin, l'idée, c'est que l'idée, ce serait que quelque chose s'est maintenu de l'ordre d'une logique du fascisme, mais sur le mode plutôt microfasciste. C'est ce que Deleuze qualifie, repris d'ailleurs par Foucault dans la préface que Foucault fait à l'édition anglaise de l'Anti-Oedipe. Ce que Deleuze et Guattari attrapent dans l'Anti-Oedipe, c'est pas du tout un fascisme des masses, mais un fascisme qui se serait réindividualisé sur le mode de l'amour de l'autorité, comme donc l'amour du maître. Pourquoi ? Parce que précisément l'autorité garantit l'intégrité, garantit la sécurité, et imaginairement, mais garantit la jouissance. Voilà, exactement, une jouissance située et pas une jouissance qui fuit de tous les côtés et qu'on n'arriverait plus à attraper. Et donc ce que fait Bardella, c'est de dire ça, c'est-à-dire on aime son peuple, on s'aime comme peuple à partir du moment et à la condition qu'il y ait cette référence à quelque chose qui fasse un, donc homogénéité. Donc effectivement, la psychanalyse, elle a là un rôle majeur à jouer, à mon avis, c'est-à-dire et à gauche de la gauche, donc on a intérêt à reconstituer des alliances fortes parce qu'on en aura besoin. Le rôle historique, là, dans un moment comme ça de la psychanalyse, c'est justement de ne pas céder aux sirènes de l'homogène, et elle est faite pour ça, elle est faite pour ne pas y céder, puisque c'est comme ça que
j'évoquais tout à l'heure, le sujet de l'inconscient comme étant le sujet de la psychanalyse, c'est un sujet de l'hétérogène qui supporte sa propre hétérogénéité sans panique émotionnelle, pour reprendre le terme de Reich, c'est-à-dire sans fuir sa propre liberté, aussi difficile qu'elle soit à mettre en œuvre, à conquérir et à mettre en œuvre. Mais voilà, le projet politique propre de la psychanalyse, c'est un projet antifasciste, exactement dans ce sens-là, ou anti-microfasciste en tout cas, c'est-à-dire de défaire. Et effectivement, il y a des lignes internes à la psychanalyse qui ne vont pas dans ce sens-là, mais il faut distinguer la psychanalyse et les psychanalystes. Bien sûr. Voilà, de défaire cet idéal d'une autorité qui garantirait l'intégrité du sujet, qui garantirait, disons, son unité propre, unité qui serait ensuite le reflet d'une unité du corps social lui-même, et qui viendrait soutenir l'unité du corps social. Et je pense que la psychanalyse est là pour défaire ce qui est une sorte de mythe que Reich dénonçait comme mythe dès les années 30, mais aussi Georges Bataille, par exemple, qui faisait à exactement au même moment, en 1933, une structure psychologique du fascisme, exactement sur cette question de l'hétérogène. C'était ça que Bataille attrapait au même moment où Reich le voyait se réaliser sous ses yeux dans l'Allemagne nazie. Merci beaucoup, Sophie Mendelssohn et Livio Boni, d'être venus nous parler de votre travail avec le collectif de Pantin. Je voudrais d'ailleurs signaler l'existence d'un entretien que vous avez fait avec La Vie des idées, avec Sarah Almatari, il y a quelques années. À l'époque, vous étiez manifestement en train de préparer ce livre, parce que j'y ai retrouvé beaucoup d'éléments de ce livre, et je recommande, pour une introduction à nos auditeurs, s'ils veulent prendre contact comme ça avec cette matière qui peut faire un peu peur a priori, mais qui vaut vraiment la peine d'être découverte. Donc, Psychanalyse du reste du monde, géohistoire d'une subversion, vaste ouvrage qui présente le panorama des situations à travers le monde, très varié, beaucoup de choses qu'on ignore, même quand on s'intéresse à la psychanalyse traditionnelle, dirons. Et puis, ce livre, donc, La vie psychique du racisme, l'empire du démenti, cet essai donc, qui est paru un peu plus tôt aux éditions de la Découverte. Merci beaucoup à l'une et l'autre. Julien.